C'est le moment de revenir sur les temps forts de l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine. Bienvenue pour un nouveau numéro de 20h, le rattrapage. Notre invitée ce soir est une figure de la vie publique, de la vie politique girondine. Elle a été conseillère départementale, députée et ministre. Bonsoir Michèle Delaunay. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, confinera pas. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais le temps s'est comme arrêté cette semaine. À quoi ressembleront les jours prochains? La question obsède tout le monde. Ce que l'on sait, c'est que le couvre-feu à 18h ne suffit pas pour enrayer l'épidémie de Covid-19. Ce n'est pas simple de gouverner en ce moment, Michèle Delaunay. Écoutez, j'allais presque dire la même chose. Il ne faut pas que nous soyons dans l'opposition systématique, car les décisions sont de tous les côtés très lourdes. Personnellement, je suis pour un renforcement des mesures, parce qu'il y a des intermédiaires entre confinement absolu et pas. Alors, on sait qu'il y a des autorisations, etc., mais on peut être plus strict sur certaines mesures ou confiner façon première vague. Donc, ces décisions doivent être prises. Moi, je vais dire avec simplicité que je pense que tous les gens qui n'ont pas d'obligation professionnelle, éducative, professorale, doivent être extrêmement prudents. Vous le savez, j'ai dit... quand on peut s'auto-confiner, n'hésitons pas à le faire. Il faut le faire. Et je pense en particulier aux personnes âgées, parce que, bien sûr, elles risquent, comme les autres, d'être contaminées, mais surtout, elles risquent des formes graves qui peuvent obstruer nos hôpitaux et donc contrevenir au bon accueil des autres personnes. Alors, donc vraiment, nous sommes tous responsables. Michèle Delaunay, je le rappelle, nous sommes ensemble pendant une demi-heure et je vous propose de regarder ce premier reportage consacré à l'ambiance générale dans le pays et plus particulièrement au moral des commerçants. Les soldes viennent de démarrer, mais vous allez le voir dans les rues de Bordeaux, le cœur n'y est pas. La perspective d'un nouveau reconfinement porte un coup au moral des commerçants. Les soldes ont à peine commencé qu'ils imaginent difficilement devoir refermer leurs portes, d'autant que les stocks sont pleins. Ou alors il faudrait que l'État apporte une aide financière supplémentaire. C'est une revendication qu'on veut porter auprès du gouvernement. Il faut absolument qu'on ait une aide sur les stocks parce que ça nous bloque notre trésorerie. Les stocks sont payés. Donc si vous ne les évacuez pas, vous n'avez pas de quoi racheter les prochains stocks en fait. Pour d'autres, face à l'ambiance morose et la frilosité des clients à entrer dans les boutiques, refermer complètement et sur la durée serait peut-être la solution. Ce serait peut-être bénéfique pour nous finalement. Il n'y a pas la consommation d'habitude, il n'y a pas ce climat qui donne envie d'acheter, de se faire du bien. Et voilà, c'est quelque chose qui serait plus bénéfique pour nous, quitte à ouvrir dans un mois et demi, dans d'autres conditions, avec un beau soleil et une atmosphère plus détendue. Et du côté des clients, s'ils redoutent de revoir les portes closes, ceux que nous avons rencontrés approuvent néanmoins un troisième confinement. C'est vrai que ça nous changeait aussi un peu la vie d'aller se balader, voir des petites boutiques et tout, surtout qu'ici, Bordeaux, c'est chouette. Bordeaux n'est pas la même ville sans ces petites boutiques. Ça perd un peu de son charme, mais bon, c'est pas très grave. C'est la situation qui le veut et j'espère que d'ici quelques temps, tout reviendra à la normale. C'est pas très gai, mais il faut aussi arriver à éradiquer ce fichu virus, on dirait, parce que on voit autour de nous, dans le monde entier, c'est la même course. C'est sûr qu'on préférerait tous pouvoir aller au restaurant, dans les boutiques. Alors, annonce présidentielle cette semaine ou pas, tout le monde retient son souffle. Alors, certains gardent le sourire dans ce reportage, mais globalement, les Français ont plutôt le moral en berne. Vous qui êtes médecin, le moral pour soigner un malade, ça compte? Ah, ça compte énormément, bien évidemment. Et il est évident que beaucoup de personnes tendent vers la dépression et ça m'inquiète beaucoup. Alors, il y a des étudiants, on le sait, pour des raisons à la fois sociales et sanitaires, mais il y a aussi les personnes âgées seules à la maison ou en EHPAD, mais je pense à la maison, qui ne sortent pas, ou qui se limitent, et qui n'ont pas toujours assez d'appels téléphoniques et d'occasions. Mais je comprends aussi particulièrement, et je dois le dire, les artisans
et les commerçants. Parce que c'est leur vie. Et vous voyez, je regardais, il y a eu un clin d'œil à ce point dans votre reportage. Si la météo nous donnait, par exemple, 3 jours ou 5 jours de grand beau temps, pourquoi ne pas faire comme on l'avait fait pour les bistrots, c'est-à-dire ouvrir nos trottoirs pour Vous qu'ils pensez puissent... qu'il y a des solutions qui peuvent être mises en Je place? pense qu'il faut un peu vivre de manière au jour le jour, pas tout à fait, mais à la semaine. Et si jamais il y avait la possibilité d'une sorte de braderie avec des étals assez espacés, avec des consignes sérieuses pour ne pas se précipiter, peut-être est-ce concevable. Il faut y réfléchir en tout cas. En tout cas, vraiment, je crois que vous comme moi, nous devons être solidaires des commerçants de Bordeaux, parce que c'est vrai que ça fait plaisir de se remonter le moral en allant acheter même une bricole, mais quelque chose qui fait plaisir. Il y a quelques minutes, et ça leur fait plaisir à eux. Vous avez parlé des personnes âgées sur Twitter. Vous l'avez dit il y a quelques jours que vous redoutiez l'isolement individuel des personnes âgées, notamment pour celles qui résident en EHPAD, un sujet qui vous tient à cœur. Je le rappelle, vous avez été ministre des personnes âgées et de l'autonomie. Depuis le début de l'épidémie, les EHPAD payent un lourd tribut. Avant d'en parler, regardons ce reportage tourné à Montignac, en Dordogne. Dans l'établissement d'accueil pour personnes âgées de Montignac, beaucoup d'angoisse. Depuis le début de la contagion par le virus, le 2 janvier, 8 pensionnaires à l'état de santé fragile sont décédés. Ce matin, un 9e décès lié au Covid s'est ajouté à ce terrible bilan. Impacté lui aussi par la maladie, le personnel manque. La direction a fait appel à des renforts. J'ai sollicité Pôle emploi, les agents d'intérim. Donc tous les agents travaillent en 12 heures, donc sur des horaires de 8h-20h, pour permettre aussi qu'il y ait moins de rotation entre les agents et permettre aussi donc, une prise en charge et d'avoir plus d'effectifs sur la journée. Autour du médecin coordinateur et du maire, les personnes préoccupées par ce drame apportent tout leur soutien au personnel. Les chiffres sont là, les chiffres sont plutôt vraiment dramatiques. Franchement, ils ont vraiment tout fait avec leurs moyens pour éviter la propagation de ce virus. Des moments difficiles aussi pour la représentante des familles, chargée de rassurer les proches et les résidents. Les visites ont été arrêtées fin décembre, début janvier. Donc c'est vrai que nous, on a le manque de les voir et eux aussi sont en manque de nous voir. Le cas de Montignac n'est hélas pas le seul. D'autres foyers de contamination au Covid ont touché Terrasson, Saint-Astier ou plus récemment l'EHPAD de La Roche-Chalais, où l'on dénombre 23 décès. Par cette lettre, le président du département exhorte l'Agence régionale de santé à agir. Nous demandons en urgence d'engager la réserve sanitaire et de nous fournir des moyens en termes de soignants. Ce besoin, il est criant et je souhaite que cette crise sanitaire nationale et internationale, au moins, ait ouvert les yeux des dirigeants pour qu'on comble les retards. Autre urgence, la vaccination des soignants et des résidents en EHPAD qui tarde à se mettre en place. Et depuis ce reportage, le bilan s'est alourdi. Dans cette EHPAD, au total, 11 personnes sont décédées des suites de la Covid-19. Michel Delaunay, vous avez une idée, vous, de la bonne stratégie à mettre en place pour protéger les résidents dans les EHPAD? Alors, il est très clair que l'isolement individuel en chambre, c'est-à-dire enfermer une personne âgée dans 9 mètres carrés, comme une cellule de prison, la faire manger en face du mur, c'est catastrophique pour le moral. Et donc, je fais énormément confiance au personnel des EHPAD pour trouver des arrangements. Alors, pas des arrangements imprudents, mais imaginons par exemple une journée, une fois encore, de grand beau temps. On peut faire déjeuner dehors avec la famille. Ça demande énormément de travail, tous ces aménagements. Mais ils sont vitaux. Ils sont vitaux. Je rappelle aussi que si une famille qui le peut et qui le veut sur le plan du logement demande à récupérer, entre guillemets, pendant quelque temps son grand danger, on évite à la fois la surcontamination et la dépression de l'isolement, de part et d'autre. Mais attention, ceci après test PCR
PCR, je dis bien, d'un côté et de l'autre. Ce ne sont pas tous les cas qui le peuvent, ce ne sont pas toutes les familles, mais ça peut être une respiration. Lorsque c'est possible, les familles peuvent évidemment prendre cette solution. Vraiment, d'abord, mon soutien aux équipes des EHPAD. J'ai des contacts réguliers et la situation à Bordeaux est aussi délicate. Les personnels sont épuisés. Chaque occasion de les soulager doit être prise. Je vous donne un exemple, je suis trop longue, mais je connais un restaurant qui est enfermé. Le chef est allé faire un repas en EHPAD et a dégagé tout le personnel de cette cuisine. C'était un enthousiasme pour les résidents d'avoir autre chose et ça a été une occasion pour le restaurateur de montrer s'évader et sa compréhension parce que lui-même est en péril. Alors Michel Delaunay, parlons du vaccin. À présent, 1 130 000 personnes ont déjà reçu leur dose en France. Et parmi elles, ce médecin qui, après une première injection, a tout de même contracté la Covid-19. À Périgueux, notre équipe l'a rencontré. Joël Hutt est ORL à Périgueux. Nous l'avions rencontré en 2015, en pleine action dans son bloc opératoire. Aujourd'hui, la chirurgienne est bloquée chez elle, positive à la Covid-19. Pourtant, comme 2000 professionnels de santé en Dordogne, elle a bien reçu une première injection du vaccin il y a 10 jours. C'était une surprise complète de m'apercevoir un matin que je ne sentais plus mon gel douche, ni mon parfum. Et donc, après plusieurs essais, j'ai malheureusement conclu que je n'avais plus d'odorat. Il faut bien comprendre que cette injection n'est pas une armure. Ce n'est qu'un bouclier. Et ce bouclier ne protège pas à 100%. Entre les deux injections, le patient reste vulnérable. Sans rien du tout. Son mari, pneumologue à l'hôpital, est lui aussi contaminé, comme 3 autres de ses collègues. Tous avaient eu leur première dose. Alors en professionnel, Joël signale ses symptômes et le lot de son vaccin sur une plateforme gouvernementale. C'est intéressant d'avoir ces remontées, d'abord pour être sûr des traitements qu'on fait, dont ici la vaccination, et après peut-être remonter des informations disant attention, par exemple, les 15 jours qui suivent la vaccination, vous êtes à risque parce que vous êtes fragilisé. La chirurgienne défend le vaccin et incite à maintenir les gestes barrières. Je n'ai pas hésité une seule seconde à me faire vacciner parce que c'est le seul moyen de casser les chaînes de transmission. C'est le seul moyen de pouvoir vivre peut-être en 2022 un peu plus tranquillement qu'actuellement comme on le fait. Avec ces symptômes, Joël Hutt ne sait pas si elle pourra recevoir la deuxième dose. En un mois, près de 130 000 personnes ont reçu une primo-injection en Nouvelle-Aquitaine. Michel Delaunay, on poursuit cette émission avec les autres temps forts de l'actualité de la semaine dans notre région. Une semaine marquée par plusieurs mobilisations. Celle des sages-femmes, tout d'abord, qui étaient en grève mardi pour demander plus d'effectifs et une hausse des salaires. Un métier formidable, un statut formidable, pouvait-on lire sur leur pancarte. Alors je le rappelle, vous étiez venu dans cette émission il y a 1 an. Et déjà, il y a 1 an, nous parlions du manque de moyens dans l'hôpital public. Finalement, le temps passe, mais ce sont toujours les mêmes revendications, Michel Delaunay. C'est tout à fait vrai. Il n'y a pas eu de bouleversement en matière de taux de personnel et pas de bouleversement véritable en matière de salaire. Donc, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et je le regrette, mais essayons de soutenir ce personnel. Une solution ne deviendra pas dans les 8 jours. Et je crois en effet qu'il faut, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, faire tout pour soutenir les équipes en EHPAD, à l'hôpital. Mais vous voyez le drame principal ici, une fois encore, c'est le vaccin. Le vaccin manque, même pour le personnel hospitalier. Et vous en avez fait l'expérience récemment, vous avez proposé vos services pour prêter main forte. On vous a dit de toute façon, il n'y a pas assez de doses. On m'a dit on devait fixer des vacations, bénévoles bien sûr. Mais on m'a dit, écoute, là maintenant, on n'a pas besoin de surplus puisqu'on n'a plus assez de vaccins. Je dois dire, par rapport à votre truc, votre précédent reportage, que la
l'immunité n'est pas totale conférée par le médecin, par le vaccin, pardonnez-moi. On ne sait pas exactement, mais ce n'est pas 100%, ce qui est le cas. Deuxièmement, elle est acquise après 10 jours. Et dans les deux cas, ça n'était pas 10 jours. Donc, prudence, mais ce qui est la force majeure du vaccin, c'est d'éviter les formes graves. C'est ça. Et c'est ça qui fait que ça évite donc la mortalité et ça évite de passer avec beaucoup de dégâts, souvent, des journées en réanimation. C'est important de le préciser. Autre mobilisation cette semaine, celle des enseignants. Une partie d'entre eux était dans la rue. Retour en images dans plusieurs villes de notre région. De quoi marquer les esprits. Pour dénoncer leurs conditions de travail, malgré le froid hivernal, à Périgueux, les professeurs de sport n'ont pas hésité à se déshabiller. On n'a plus de vestiaire. Le gymnase, c'est devenu la cantine et on est à poil. Et nos gamins, on fait de la garderie. Voilà, on nous méprise nos gamins. Même plus on a froid quand on est en colère. 200 enseignants à Périgueux, comme à Bayonne dans les Pyrénées-Atlantiques, et 500 à Pau. Issus des écoles primaires, des collèges, des lycées, des universités, tous demandent une véritable revalorisation salariale et pointent un important manque d'effectifs pour la rentrée prochaine. On a annoncé dans les médias une revalorisation historique. On peut retrouver des déclarations de bancaires dans la presse et ça se traduit par une rémunération à la hausse pour à peine 30% de la profession. Les débuts de carrière, pour les autres, rien du tout. Pour le second degré, on a une hausse des effectifs dans le département, plus 400 élèves sur les collèges et les lycées et moins 25 postes. On va dégrader le taux d'encadrement dans les établissements. C'est incompréhensible, c'est même brutal. Un ras-le-bol pour le corps enseignant exacerbé par la crise sanitaire. On a le sentiment de tenir l'école hors de l'eau, voilà, et que Blanquer nous tire par les pieds. Voilà. Et débrouillez-vous, là on sent bien que le confinement va pointe son nez, on va encore l'apprendre la veille. On apprend tout par voie de presse, rien n'est organisé, ni d'un point de vue vraiment sanitaire, c'est que de la com'. Ce midi, dans le rassemblement bordelais, fort de 400 manifestants, beaucoup de jeunes et d'étudiants, comme un échauffement avant leur propre manifestation tenue place de la Victoire dans l'après-midi. Et la semaine dernière, les étudiants avaient aussi manifesté. Nous avions d'ailleurs consacré une large partie de cette émission à leur mal-être et à leurs revendications. Des revendications en partie entendues par le gouvernement qui a mis en place une série de mesures. Parmi elles, des repas à 1 €, reportage à Pau sur le campus universitaire. Mademoiselle, bonjour. Midi, il y a foule devant ce restaurant universitaire à Pau. Depuis hier, tous les étudiants peuvent bénéficier de 2 repas par jour à 1 €, une aide bienvenue. Je vais pouvoir mettre mes sous dans autre chose. Et du coup, ça nous aide vachement. Mais à 1 €, ça nous arrange nous tous en fait. Ouais. Donc je pense que c'est bien. Il y a des gens, ils n'ont pas cours, mais comme c'est à 1 €, ils sont obligés de venir. Jusqu'à présent, seuls les étudiants boursiers bénéficiaient de ces repas à 1 €. Pour les autres, comme Quentin, c'était 3,30 €. Pour moi, ça se passe comme avant, sauf que maintenant, je bénéficie de cette aide, alors que je n'étais pas boursier. Donc finalement, moi, je suis très content. Parce que je trouvais pas ça injuste, mais c'est pas forcément parce qu'on n'est pas boursier qu'on galère pas autant que les autres. Bon, c'est bon, t'as réservé ton sandwich, donc il arrive, comme d'habitude. Tout est à emporter, la formule sandwich ou le menu plat chaud qu'il faut récupérer avec son propre récipient. Aujourd'hui, c'est entrée au choix, hachis parmentier et petit dessert. Ramener un Tupperware et nos couverts. Ouais. Et voilà. Et c'est chaud. Et voilà, c'est chaud sur place et c'est pas cher. Et c'est bon. Compte tenu du couvre-feu, pour dîner, c'est un repas froid à réchauffer qui est proposé. Hier, ce restaurant a servi 400 repas, c'est 150 de plus que la semaine dernière. Et certains veulent aller encore plus loin. Michel Delaunay, vous l'avez peut-être vu sur Twitter d'ailleurs. Le député La République En Marche, Stanislas Guérini, propose lui carrément un prêt à taux zéro de 10 000 € pour les jeunes de 18 à 25 ans. C'est réaliste ou c'est seulement fait pour relancer le débat, à votre avis ? Alors, je dis que les deux mesures sont bonnes. Le repas à 1 € est une bonne mesure, puisqu'on sait que la détresse des étudiants est également parallèle aux conditions sociales. S'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts,
bien sûr, ça aggrave leur situation. La question du prêt est plus délicate. Pourquoi ? Parce que si l'étudiant a 25 ans, son remboursement, il sera certainement, probablement, en tête, en ayant en main un travail. L'autre, celui de 18 ans, c'est plus tard. Mais globalement, c'est quelque chose qui peut marcher. C'est un prêt à 1 euro. Ce que je ne sais pas, c'est le délai où il faudra rembourser. C'est pour ça que je pose cette question. Et en tout cas, l'idée ne semble me bonne. choque pas. Mais il faut regarder les conditions de remboursement. Allez, on poursuit Michel Delaunay avec ce reportage qui devrait vous interpeller. Vous avez été une ardente défenseuse du paquet de cigarettes neutres. Vous êtes cancérologue. Alors la ville de Pessac, près de Bordeaux, vient de voter l'interdiction de fumer dans les parcs, les jardins et sur les marchés. Michel Delaunay, votre réaction juste après. Alors c'est un... La forêt du Bourgail, un véritable poumon vert dans la ville de Pessac qui compte pas moins de 17 parcs et jardins au total. Suite à une décision du conseil municipal, il sera bientôt interdit d'y fumer. Je suis un ancien fumeur, donc c'est vrai qu'en pleine campagne ou dans la forêt, l'odeur de cigarette, ça ne va pas avec. À ces espaces sans tabac viendront s'ajouter les 3 marchés de plein air de la ville. Je trouve ça bien parce que moi je suis non-fumeur et asthmatique, alors ça m'arrange. On n'intoxique pas les personnes quand on est à l'extérieur et quand on se tient à distance des personnes. Je ne vois pas trop l'utilité de cette mesure. Pour la conseillère municipale à l'origine de ce projet, le bien fondé de cette décision ne fait aucun doute. C'est une décision politique, c'est une décision de santé publique, c'est le désir de la municipalité d'aller dans ce sens-là, de relayer les programmes de santé publique au niveau local. C'est un dispositif qui va se déployer progressivement, que nous allons accompagner avec une communication et de la pédagogie. Et avant d'en arriver à verbaliser, à la peine et à l'amende, il y aura beaucoup de pédagogie. Le label Espace sans tabac, lancé par la Ligue contre le cancer, a pour vocation de casser la banalisation du tabac auprès des plus jeunes. Montrer que le tabac, ça a des effets néfastes sur la santé. Et donc, moins on va voir un produit dans l'espace public, et moins on va être tenté soi-même aussi de le consommer. À l'image de Strasbourg, première ville de France engagée dans cette démarche, la Ligue accompagnera la municipalité de Pessac dans des actions de signalétique et de prévention. Alors Michel Delaunay, je vous sens emballé par le sujet. En regardant le reportage, vous disiez c'est parfait. Je suis totalement enthousiaste. En effet, vous savez que j'avais obtenu du maire, M. Juppé, l'espace sans tabac devant les écoles, et c'est essentiel. Mais dans les parcs et jardins, c'est une double nécessité. D'une part, ça se marie beaucoup mieux avec le fait de faire du sport, de la marche dans les espaces publics, dans les jardins publics, mais pensez aussi aux enfants qui sont en proximité, parce qu'on jette bien souvent les mégots par terre, qui jouent, qui se tombent, etc., sont vraiment au contact des mégots. Non seulement, je le dis familièrement, c'est moche, mais en plus, c'est vraiment nocif. Et je crois pouvoir avouer, je ne l'aurais pas demandé, que nous avons eu récemment une conversation avec Madame Justaume, adjointe à la santé à Bordeaux, et elle va également dans ce sens. Et disons une dernière chose que personne n'a dit. Vous savez que le Covid aime les milieux humides. Eh bien, les mégots que l'on voit sur des tables, n'importe où, les mégots sont transmetteurs du virus. Il faut absolument le savoir. Et quand on fume, y compris en plein air, avoir au moins un cendrier fermé et s'en débarrasser. C'est un point essentiel. Covid plus tabac sont un couple encore plus grave.
Michel Delaunay, on continue notre tour d'horizon de l'actualité avec cette affaire qui a fait beaucoup de bruit et dont vous avez probablement entendu parler. Je connais votre amour pour Twitter. À Oradour-sur-Glane, un rappeur a tourné un clip dans l'enceinte même du village martyr, une vidéo qui a fait le tour d'Instagram, de Twitter, je le disais. Bref, et qui a profondément choqué. Regardez. Ce clip du rappeur Limoujo Arafat a été tourné dans le village martyr d'Oradour-sur-Glane. Un morceau contre les violences faites aux femmes. Le problème, c'est que le rappeur n'a pas demandé l'autorisation de tournage, d'où la colère du maire d'Oradour. Il vient de déposer plainte. Il faut que les gens comprennent que la liberté, c'est la liberté, mais qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et que dans un site comme Oradour, qui est un site international, symbole des malheurs, symbole de la douleur, et c'est un site surtout, c'est ce que je disais, de recueillement. Et dans un endroit de recueillement, on ne fait pas une vidéo de cette nature. Originaire de l'île de Mayotte, le jeune rappeur totalise 1500 abonnés sur sa chaîne YouTube, autant sur Instagram et sur son compte Twitter. Pourquoi avoir tourné son clip dans le village martyr? Contacté, il n'a pas réagi à nos demandes d'interview. L'association des familles d'Oradour s'associe à la plainte du maire. C'est pas la première fois, il y avait déjà eu un clip, on avait déposé plainte avec le président de l'association, il avait été retiré, puis il était réapparu, puis il a été retiré, puis réapparu, parce qu'il trouve des hébergeurs. Voilà, bon, moi, je ne porterai pas de jugement par rapport à ça. Mais je lance un appel aussi à tous ces gens qui seraient tentés de faire ce genre de vidéo, de comprendre qu'on ne peut pas le faire n'importe où, et notamment ici à Oradour. La sortie du clip, prévue pour le 24 janvier, fait beaucoup parler sur la toile. À Oradour, on aurait préféré éviter cette mauvaise publicité. Alors depuis ce reportage, le rappeur a présenté ses excuses et le maire d'Oradour-sur-Glane a finalement retiré sa plainte. Ça vous choque, ça, Michel Delaunay? Condamnation absolue. Vous savez, quand on a, je dirais, dans les yeux, pas en permanence, mais tellement souvent, ce qu'a été le martyre des gens d'Oradour, enfermés dans leur église, et auquel a été mis le feu, c'est aussi douloureux qu'Auschwitz, comme souffrance. Eh bien, il n'est pas question de faire des éléments de distraction sur des lieux que je considère, au sens laïque du terme, des lieux sacrés. C'est bientôt la fin de cette émission, mais avant de se quitter, Michel Delaunay, que diriez-vous d'aller faire un tour en Vendée, au Sable d'Olonne? Après 80 jours de course, Yannick Bestaven a remporté le Vendée Globe. C'était jeudi, un rêve de gosse qui se réalise pour celui qui a grandi sur le bassin d'Arcachon et qui a choisi La Rochelle comme port d'attache. J'ai l'impression de vivre un rêve, d'halluciner, quoi. Ah, ça fait bizarre, hein, on passe de la solitude totale à ça, quoi. À cette fête, ces lumières, ces gens qui sont là malgré le contexte compliqué. Ouais, c'est un bonheur, je ne réalise pas encore ce qui se passe. Je suis encore toujours dans ma course, alors que c'est terminé, mais ouais, c'est un rêve d'enfant. L'humilité et la lucidité du vainqueur du 9e Vendée Globe sur le pont de son bateau cette nuit à l'arrivée. L'accent du sud-ouest aussi pour celui qui a passé son enfance sur le bassin, ses études à Bordeaux, avant de naviguer aux côtés d'Yves Parlier sur Aquitaine Innovation. Yannick Bestaven a désormais pour port d'attache La Rochelle, où se trouvait d'ailleurs son équipe technique pendant la course. Et quelle course qu'il a presque menée de bout en bout, bouclant son tour du monde en 80 jours et 6 heures dans une régate finale entre les hommes de tête. Si Charlie Dalin a franchi la ligne le premier, Bestaven, 3e au sable, a bénéficié d'une compensation de 10h15 pour avoir participé au sauvetage de Kevin Escoffier fin novembre. Le skipper de Maître Coq décroche donc le trophée sans l'ombre d'un doute ou d'une polémique. Ce sont les règles de course, donc non, ça gâche rien. Alors c'est sûr que j'aurais voulu passer la ligne le premier. Je ne l'ai pas fait, donc je serais peut-être obligé de refaire un Vendée Globe. En s'imposant dans le Vendée Globe, Yannick Bestaven rejoint le cercle très fermé des grands noms de la course au large, 30 ans après la première victoire d'un autre Aquitain au sable, le Béarnais Titouan Lamazou. Je vous vois admirative, Michel Delaunay. Gagnant ou pas, victorieux ou pas, ces hommes ont un courage incroyable que je salue. Merci Michel Delaunay de nous avoir accompagnés ce soir. C'était un plaisir de vous avoir avec nous tout au long de cette émission. Et merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 20h le rattrapage. Passez une très belle soirée et un bon week-end sur Noah.